C'est notre amitié qui a prévalu quand la sécurité de l'Europe a pu être menacée comme en 1983. Lorsque la France proclama ici au Bundestag, par la voix de François Mitterrand, sa solidarité sans faille avec l'Allemagne fédérale. C'est cette amitié qui a déterminé sans réserve l'appui de la France pour la réunification de l'Allemagne. Aujourd'hui, nous savons que De Gaulle et Adenauer avaient une vision. C'était une action qui a forgé l'avenir et qui nous a ouvert des espaces de manœuvre tout à fait essentiels. Le rapprochement a cédé la place à l'amitié, la réconciliation a entraîné la curiosité de l'autre, du voisin de l'autre côté du Rhin. Et cette curiosité, il faut l'entretenir, c'est notre responsabilité. De génération en génération, il faut transmettre cette curiosité. Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, édition spéciale du 22h ce soir autour des célébrations en grande pompe du 50e anniversaire du traité d'amitié franco-allemand. Une date anniversaire, des symboles et toujours des questions sur ce couple et cette amitié tumultueuse bien sûr, difficile certes mais réelle. On en parle ce soir avec l'historien Jean-Noël Jeannet, le philosophe Heinz Wiesmann, Jérôme Clément qui a dirigé la chaîne franco-allemande Arte, la journaliste Ulrike Koltermann et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Voilà pour le programme de votre 22h ce soir. Merci d'être en notre compagnie. Paris, Berlin sur la même longueur d'onde politique tout au long de la journée pour cet anniversaire. Une journée qui a mobilisé les plus hautes autorités de l'État et aussi les parlementaires des deux rives du Rhin. Le compte-rendu des célébrations, c'est avec Véronique Pagnon. Regardez. Ce matin, c'est avec des artistes français et allemands que cette journée très officielle a débuté. Des discussions sur la culture, un lien essentiel entre les pays de Kant et de Descartes. Le moment fort de la journée, ce fut l'entrée dans le Bundestag en début d'après-midi aux côtés des présidents des différentes assemblées et devant 1200 parlementaires. À la tribune, François Hollande a rappelé l'effort considérable qui devra être fait en direction des jeunes, avec davantage d'échanges et une meilleure reconnaissance des diplômes. Mais c'est bien un discours européen et très politique qu'a prononcé le président français. Cette amitié, je l'ai dit, n'est pas exclusive. Elle est ouverte, elle n'écarte personne. Elle doit entraîner l'Europe qui veut avancer avec nous. Je souhaite que la France et l'Allemagne reprennent les objectifs qui étaient prévus dans le traité de l'Élysée il y a 50 ans. Pour une politique étrangère commune, et notamment en matière d'industrie de défense. Et le président va plus loin en demandant une union politique encore plus forte au sein de l'Europe. Avant l'été, la France et l'Allemagne vont lancer des mesures en matière d'économie monétaire, mais aussi sociale. François Hollande et moi-même avons résolu de proposer que les partenaires sociaux de France et d'Allemagne discutent ensemble de ce chemin pour contribuer à une économie sociale de marché. Difficile pour le président français d'éluder la question du Mali. Il a de nouveau justifié l'intervention française en Afrique et a reçu le soutien de la chancelière. Quelques minutes plus tôt, devant la presse, les deux chefs d'État ont dû défendre l'image de leur couple franco-allemand. Nous, le courant passe sans qu'il y ait besoin de mettre de l'électricité. À Berlin, les deux chefs d'État ne se sont pas privés de rappeler que l'amitié franco-allemande a souvent débouché sur de grandes avancées européennes. Aujourd'hui, ils se tournent vers le social et l'écologie. L'histoire écrira la suite. Et 50 ans d'amitié entre la France et l'Allemagne, c'est aussi et surtout 50 ans de relations entre les présidents français et les chanceliers allemands. Entre De Gaulle et Adenauer, c'était le couple des géants de l'histoire. Entre Pompidou et Brandt, ce n'était pas la grande entente. Entre Giscard d'Estaing et Schmitt, ce fut efficace. Entre Mitterrand et Kohl, c'était une relation tout en symbole et en geste fort. Entre Chirac et Schröder, ce fut d'abord rugueux et puis chaleureux. Entre Merkel et Sarkozy, c'était éruptif. Et les débuts du couple Hollande-Merkel n'ont pas été évidents. Retour sur 50 ans d'histoire de couple avec Flora Sauvage. Regardez. C'est l'acte fondateur de l'amitié franco-allemande.
Le 22 janvier 1963, le traité de l'Élysée est signé à Paris par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. Un traité conclu entre les deux ennemis de toujours après 3 guerres sanglantes. Paris et Berlin s'engagent à des consultations régulières sur toutes les questions essentielles. 6 mois plus tard, l'Office franco-allemand de la jeunesse est créé. C'est le début de l'entente franco-allemande. Le couple mythique reste Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt parce que c'est eux qui ont vraiment lancé la coopération franco-allemande à un niveau tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc avec des consultations très régulières, très intenses, et avec la volonté aussi de développer le projet européen. Et c'est à ce couple-là qu'on doit la monnaie unique aujourd'hui. Septembre 1984, l'image va rester dans les mémoires. François Mitterrand et Helmut Kohl se donnent la main lors de l'hommage aux morts de la Grande Guerre à Douaumont. Malgré des divergences de fond, une profonde amitié unit les deux hommes. Les relations entre Jacques Chirac et Gerhard Schröder sont plus compliquées. Pragmatiques, ils font évoluer la relation franco-allemande vers une entente cordiale. Du même bord politique, Angela Merkel a du mal à supporter la personnalité de Nicolas Sarkozy. Les relations sont difficiles entre la chancelière et le président de la République. Désormais, Angela Merkel et François Hollande apprennent à se connaître. Les Allemands s'inquiètent de la capacité de la France à mener vraiment des réformes en profondeur. Et je crois que l'Allemagne a besoin aujourd'hui, dans le contexte européen, d'une France forte, que l'Allemagne souhaite une France forte et le dit parfois avec maladresse, mais le dit parce que c'est aussi dans son intérêt. Car aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont des partenaires économiques de premier plan. Pragmatisme, dialogue constant, compromis, tels sont les maîtres mots de la relation franco-allemande incarnée par François Hollande et Angela Merkel. Et nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Jean-Noël Jeannet, bonsoir et bienvenue. Vous êtes historien, essayiste prolifique avec de très nombreux ouvrages. Vous êtes également un homme politique puisque vous avez été secrétaire d'État sous François Mitterrand il y a un certain temps. Merci d'être avec nous ce soir. Avec nous également Heinz Wiesmann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des plus grands philosophes contemporains. Vous êtes allemand et français. Vous avez publié dernièrement « Pensée entre les langues » chez Albin Michel. Merci d'être avec nous ce soir. Jérôme Clément, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes une personnalité connue et reconnue dans le monde de la culture et des médias. Vous êtes écrivain et vous avez été président de la chaîne franco-allemande Arte. Avec nous également Ulrike Koltermann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste allemande, installée à Paris. Merci Ulrike d'être avec nous ce soir. Alors, messieurs, madame, je voulais d'abord vous demander ce que signifie pour vous ce 50e anniversaire du traité d'amitié franco-allemand. Jean-Noël Jeannet. Le retour à la très longue histoire, le retour à ce que Victor Hugo appelait l'indispensable lien entre la France et l'Allemagne pour faire les États-Unis d'Europe. Vous savez, il disait il faut que ça se construise autour de ces deux pays en laissant du côté de l'Est la Russie, qui est le despotisme, et du côté de l'Ouest, l'Angleterre, qui est l'esprit de commerce. Alors élargissez maintenant cela aux États-Unis d'Amérique, et je crois que ce message peut demeurer. Alors évidemment, on peut dire qu'il y a un certain nombre de décennies où il y a quelques guerres entre nous, chacun le sait. Donc ça a un peu brouillé l'image, mais il me semble qu'on est revenu dans les années 60, et cela a été l'immense talent, le génie, disiez-vous tout à l'heure, d'Adenauer et de Gaulle, qui étaient des hommes nés au XIXe siècle, de comprendre cela, de le cristalliser et en somme de le transmettre aux générations suivantes qui sont responsables de ce cadeau-là. On va le rappeler. Alors, même question pour Heinz Wiesmann. Permettez-moi de préciser, même si vous n'aimez pas, et je vous cite les vagabondages autobiographiques, que vous êtes né à Berlin en 1935. Vous êtes donc le produit de la grande tragédie du XXe siècle. Comme disait Kohl d'ailleurs, j'ai bénéficié de la grâce de la naissance tardive. Je serais né un peu plus tôt, j'aurais été enrôlé dans les jeunesses hitlériennes et à la fin de la guerre, j'aurais probablement essayé d'abattre des avions alliés. C'est tous les gens qui étaient nés autour de 32-33 qui ont connu ce destin. Donc moi, je considère que je suis un privilégié comme tous ceux de ma génération, dans la mesure où, à la différence de nos parents, de mon père en particulier, qui a fait 2 guerres, j'en ai connu aucune. Et cela est inestimable. Et pour moi, toute la construction européenne dès le départ tourne essentiellement autour du problème de la paix. Et rappeler cela, c'est ça que je voudrais dire au sujet de cet anniversaire, rappeler simplement le fait qu'il y a une génération privilégiée qui a bénéficié de la clairvoyance de ses aînés, qui ont jeté les fondements d'une paix durable.
pour moi, c'est inestimable. Jérôme Clément, pour vous, cet anniversaire, ces célébrations, qu'est-ce qu'elle représente? Oui, pour ma génération, celle de l'après-guerre, on est né juste après la fin de la guerre, en tout cas pour moi, et au moment du baby-boom, toute cette génération avait la mission justement de tourner cette page-là. Et dans les responsabilités qui m'ont été confiées sur Arte, c'était évidemment essentiel de faire que cette idée-là devienne réalité, et donc de faire un travail pédagogique qui n'a pas été simple, qui a pris beaucoup de temps. Pour parvenir à cet état dont parlait Jean-Noël Jeannet tout à l'heure, il a fallu faire un travail de fond, quoi, pour qu'on accepte de tourner la page des horreurs de la dernière guerre, en particulier dans les familles, dans nos vies, dans nos histoires communes. Et je pense que c'est ça qu'ont voulu lancer le général de Gaulle et Adenauer, et qui a été poursuivi par leurs successeurs, et qui progressivement, bon an, mal an, se poursuit de décennie en décennie, et les années passant, je pense pour les générations d'aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne, et tant mieux. Et tant mieux. Ulrike, pour vous? Quand j'ai lu la presse les derniers jours, j'avais l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui est en train de critiquer, dénigrer les relations franco-allemandes. C'est un peu la mode de dire c'est pas ce qu'il faut maintenant, c'est pas bien. Mais pour moi, j'ai quand même l'impression de vivre un moment historique. Il suffit vraiment de visiter le mémorial de Shoah à Paris, d'aller au Rennes-sur-Glane, en Alsace, pour comprendre comment, dans quelques décennies, cette relation a développé à ce stade-là. Et je trouve que c'est quand même une histoire de succès énorme. On peut proposer une comparaison. D'ailleurs, j'ai été frappé de ce qu'en disait Sylvie Kaufmann dans Le Monde récemment. Songez aux relations entre la Chine et le Japon. Après toutes ces années, ils sont encore en train de se disputer farouchement pour un petit îlot dérisoire dans la mer de Chine. Ils n'ont pas surmonté cette mémoire-là. Nous l'avons surmontée. La paix est toujours fragile, mais comme le disait Heinz Wiesmann, quel incroyable privilège nous avons eu, et ont nos enfants, d'avoir construit, grâce à ces grands hommes et grâce à leurs successeurs, cette paix-là. Ça ne suffit pas, disons-le tout de suite. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Mais déjà, saluons cela. On peut rappeler que ce traité de l'Élysée, c'est un symbole politique de réconciliation entre deux peuples, comme il n'y a pas d'autres exemples dans le monde. Non, il n'y a pas d'autres exemples. C'est unique. De pays qui se sont autant déchirés et qui maintenant ont scellé un traité d'amitié qui est très vivant, comme ça vient d'être dit. Et la monnaie commune, c'est quand même pas rien. Et tous les signes et les symboles. Et aujourd'hui, c'est une journée importante parce que, à leur tour, Angela Merkel et François Hollande ont voulu donner une force symbolique à cette union, à ce rapprochement. Alors avant de parler d'eux, lors de ces célébrations, chaque mot prononcé tout au long de l'histoire a eu une résonance particulière. Il est le général de Gaulle et son fameux discours à la jeunesse, il avait dit en allemand, excusez-moi, je vais le prononcer en français, vous êtes les enfants d'un grand peuple, oui, d'un grand peuple. Il y a eu ceux de Jacques Chirac accueillant en Normandie le chancelier Schröder, les Français vous reçoivent en frères, il y a eu les gestes de Mitterrand et de Kohl. Ces mots, ces gestes, Heinz Wiesmann, ils ont imprimé dans la mémoire collective, ils ont scellé cette amitié. Enfin, je suis toujours un peu réticent à l'égard de ce qui est seulement symbolique. Il y a une réalité qui s'est mise en place avec le traité de l'Élysée. Les deux choses qui, à mon sens, sont essentielles, c'est l'obligation faite au personnel politique, aux représentants des deux pays, de se rencontrer régulièrement, qu'ils soient d'accord ou pas. Rien ne fait qu'ils soient obligés de s'asseoir les uns en face des autres est déjà une chose extraordinaire. Et deuxièmement, tout ce qui a été fait pour que les jeunes générations soient invitées à mieux connaître le voisin. Tout ce que l'Office franco-allemand de la jeunesse a essayé de réaliser et continue à réaliser est à mes yeux essentiel. Ça l'emporte sur les gestes qui sont évidemment importants, mais ne s'inscrivent pas forcément dans la durée. J'étais samedi à Berlin pour le lancement donc, des opérations qui devaient associer les jeunes aux festivités. Et tous ces jeunes, il y avait plusieurs centaines de jeunes avec nos deux ambassadeurs, réunis d'ailleurs symboliquement, c'est très curieux, dans l'ancienne résidence de Honecker. C'était quelque chose qui a été remarqué, mais l'essentiel à mes yeux, ça a été l'engagement de tous ces jeunes gens. D'ailleurs, il y avait des enfants originaires du Maghreb, des Balkans, pas seulement des Allemands et des Français, et tous étaient d'accord pour dire que l'allemand et le français, comme langues qui sont à la fois
très différentes, mais qui convergent dans cette espèce de recherche d'un dénominateur commun, eh bien, étaient pour eux essentiels. Et ça m'a profondément touché. Alors oui, ce dénominateur commun, ça n'a pas été tout de suite évident. Quand on se souvient que le défilé historique de la nouvelle brigade franco-allemande, c'était de l'or au corps sur les Champs-Élysées en 1994, qui devait sceller l'engagement commun des deux pays pour la paix, a éveillé, vous vous en souvenez, Jean-Noël Jeannet, de mauvais souvenirs pour ceux qui avaient déjà entendu 50 ans auparavant les bottes des Allemands dans Paris. Souvenirs douloureux, regardez, pour Valéry Giscard d'Estaing à l'époque. Bon, moi je suis pour la réconciliation franco-allemande. Vous me posez cette question, je vous réponds très franchement. Bon, je ne fais pas de calcul dans cette affaire. Quand j'étais lycéen à Paris, tous les matins en se réveillant, on entendait les Allemands, ça m'émeut, qui chantaient sous nos fenêtres. On entendait les pas dans la rue, etc. Jusqu'en 1944. Eh bien, l'idée que l'année où on commémore tout de même ces combats, ces sacrifices, nous allons avoir un défilé sur les Champs-Élysées, ça me fait quelque chose. Jérôme Clément, le souvenir, il est vivace. Bien sûr. C'était en 1994, hein, il n'y a bien pas sûr, si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, oui, bien sûr. C'est bien fort sûr. comme moment. Oui, je comprends très bien pour les hommes et les femmes qui ont vécu cette période. Il faut arriver à surmonter ça. Vous savez, ma grand-mère est morte à Auschwitz, donc j'ai aussi des raisons d'avoir des souvenirs familiaux très, très durs sur cette affaire. Et bon, malgré tout, je pense qu'il faut savoir tourner les pages et aller de l'avant. Et il faut savoir penser que les Allemands d'aujourd'hui ne sont pas les nazis d'hier, quoi. Bon, et ça, une fois qu'on a compris ça, qu'on l'a admis, qu'on a fait le travail aussi de dialogue, de débat, de discussion, je pense qu'on a aussi une responsabilité. Et la responsabilité, c'est l'Europe, c'est la réconciliation, et c'est d'aller de l'avant. Justement, pour tourner cette page, Jean-Noël Jeannet, à quel moment on est passé de la simple réconciliation avec des signatures apposées sur un bout de papier, important, mais sur un bout de papier, à l'expression d'une véritable communauté de destin? Je pense que cela date du jour où le général de Gaulle, chef du gouvernement, revenu aux affaires depuis peu de temps, à l'automne de 1958, a décidé d'inviter Konrad Adenauer, le chancelier d'Allemagne, dans sa maison de Colombey-les-Deux-Églises. C'est le seul cas où il a convié un autre chef d'État à venir. C'était très, très fort et très symbolique. Et ce jour-là, ils ont aussi parlé du passé, d'après ce qu'on sait. Ils ont parlé des années 20. Et vous savez, cette différence entre les années 20 et le temps dont nous parlons aujourd'hui est essentielle. Dans les années 20, Konrad Adenauer était le jeune maire de Cologne. De Gaulle était un officier qui réfléchissait aux relations entre la France et l'Allemagne. Et à ce moment-là, on l'a oublié parce qu'ensuite, le nazisme a recouvert tout cela. À ce moment-là, un certain nombre de gens, un bon nombre de gens de bonne volonté des deux côtés ont cherché à réconcilier la France et l'Allemagne. Mais ça n'a pas réussi. Pourquoi? En dehors de la crise, ça n'a pas réussi parce que l'Allemagne avait le sentiment de ne pas avoir été vaincue et que la France avait le sentiment d'être victorieuse, ce qui n'était pas le cas après 1940, et que la France a hésité en zigzag entre une politique de coercition, il faut tenir le chien enragé, et puis une politique de générosité, et dont la démocratie. Dans ce cas-là, c'est très mauvais de ne pas choisir. Et par comparaison, dans les années 1950, avec Schuman et ensuite de Gaulle, ce sont deux très grands Européens dans leurs différences, on a choisi de faire confiance à cela. Et il me semble que cela a été décisif et c'est pourquoi nous avons quelques bonheurs aujourd'hui à célébrer ce 50e anniversaire. Ce n'est pas seulement une cérémonie rituelle, c'est quelque chose de fort et d'essentiel pour nous et pour nos enfants. Et on le célèbre aussi ce soir sur Public Sénat avec vous. On va continuer à évoquer cette relation franco-allemande dans un instant. Nous allons parler donc des relations de couple entre dirigeants français et allemands et puis nous parlerons de l'Europe politique, si elle existe, économique et puis culturelle. Mais d'abord, revenons sur cette journée de célébration, une journée, vous allez le voir, de retrouvailles à Berlin pour les parlementaires français et allemands. Les députés des deux rives du Rhin se sont retrouvés au Bundestag et les sénateurs français et allemands étaient au Bundesrat. Voilà, c'est l'équivalent du Sénat français. Paul Bouffard et Nora Hamadi les ont suivis. Regardez. 5 heures du matin devant le palais du Luxembourg, les traits sont tirés, mais l'ambiance bon enfant. Pour ce 50e anniversaire du traité de l'Elysée, une délégation d'une trentaine de sénateurs s'est déplacée à Berlin. Arrivés au Bundesrat, la chambre haute du Parlement allemand, les retrouvailles entre les deux délégations sont chaleureuses. Et face aux soupçons de divorce du couple franco-allemand, les sénateurs rappellent l'histoire commune entre les deux nations. Je crois que nous avons chacun nos particularités, notre histoire, notre culture, notre manière
de voir les choses. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne, c'est l'épine dorsale de l'Union européenne, même si elle est à 27. Si la France et l'Allemagne, les anciens ennemis héréditaires, sont aujourd'hui l'épine dorsale de l'Europe, il reste des dossiers sensibles. Et l'intervention française au Mali en est un. En ce jour de réjouissance, je veux avoir une pensée forte pour les femmes et les hommes qui sont engagés dans une difficile opération au Mali, comme pour les otages qui sont victimes du terrorisme. Le soutien timide de l'Allemagne à l'opération française, une question avant tout d'histoire et d'Europe en panne. Je peux encore comprendre que les Allemands soient réticents par rapport à l'intervention, y compris par rapport à l'histoire des 50-60 dernières années pour l'Allemagne, mais qu'il n'y ait pas d'initiative forte de l'Union européenne pour aider politiquement, pour aider au développement, pour aider à l'économie, au développement écologique également du Mali et de toute la zone d'Afrique subsaharienne, c'est là où on voit qu'il y a une vraie panne quand même de l'Europe. Mais en ces temps de crise économique, c'est surtout le modèle allemand et sa compétitivité qui fait débat depuis quelques mois en France, mais aussi ici, au Bundesrat. Je pense personnellement qu'il y a une grande part du modèle allemand, notamment de la compétitivité, qui peut effectivement être transposable en France. Mais il y a un fondamental, et ceci n'engage que moi, c'est qu'il y a une question de mentalité aussi. Les Allemands sont prêts à se retrousser les manches, à faire des sacrifices pour redresser l'économie de leur pays. Je ne suis pas sûre que les Français soient dans le même état d'esprit, du moins de façon si engagée. C'est votre avis ? En même temps, il faut regarder, c'est ce que nous avons mis en place. C'était quelque chose a fonctionné et autre chose ne fonctionne pas. Alors, il faut regarder les fautes pour faire mieux. Alors, en panne le couple franco-allemand ? Ou à réinventer dans une Europe qui grandit ? Martin Schulz, président allemand du Parlement européen, a peut-être une solution. Il faut que le couple peut-être trouve un ménage à trois assez sexy avec la Pologne. Voilà, un couple à deux, à trois ou plus en tous les cas. Juste une question de sémantique. Est-ce qu'il faut parler d'ailleurs de couple franco-allemand, de tandem, de partenaire, Heinz ? De moteur aussi, parfois. De moteur, peut-être. Ce que disait Védrine. Pardon. Non, allez-y. Moteur sûrement, mais je veux dire, la notion de couple est un peu abusive. En réalité, tel que moi je vois les choses, à la fin de la dernière guerre, on avait affaire à deux boxeurs à genoux. Et le vrai rapport, c'était le clinch. C'est-à-dire, ils étaient l'un dans le bras de l'autre et ils se sont redressés ensemble. La grande intuition des fondateurs de la première préfiguration de la communauté européenne, c'était que la France et l'Allemagne avaient un intérêt tout à fait convergent de travailler pour se redresser. Et donc, le cadre d'un tel redressement, mot cher au général de Gaulle, a été ensuite élargi, c'est tout. Mais ce n'est pas un couple d'amoureux, encore une fois. Et donc, non, mais je trouve que c'est absurde. Comment peut-on parler de deux pays comme d'amoureux? Et le riquet dans la presse allemande, qu'est-ce qu'on dit? Tandem, couple, on moteur? dit couple tandem, mais tandem, je pense que ça va pas du tout. Et c'est déjà Helmut Schmidt qui l'a dit. En tandem, ça veut dire les deux pédales, mais c'est un qui conduit. Et ça peut pas être... dans votre esprit, c'est Angela qui conduit. Le modèle pour l'amitié franco-allemande non plus. Couple, c'est vrai, ça fait un peu, surtout quand c'était... un homme, une femme, on en a un peu marre de cette image. Pourquoi pas binôme? Je trouve que c'est neutre correct. Parce qu'au moment du 30e anniversaire, les deux ministres, Kinkel du côté allemand et Roland Dumas du côté français, avaient été sollicités par les Russes, qui souhaitaient précisément s'associer à cette affaire. Et donc, les deux ministres avaient demandé aux ambassadeurs de nos deux pays d'adopter profil bas. Et ils cherchaient quelqu'un pour célébrer ce 30e anniversaire. Ils m'ont envoyé à Moscou. Et donc, sans aucune légitimité, ni politique, ni diplomatique, etc. Dans le bunker de Gromyko, j'ai dû célébrer le couple franco-allemand. Je fais des contorsions sémantiques que vous imaginez. Et à la fin, parce qu'il y avait toute la nomenclature de l'époque de Gorbatchev, dans les gradins, il y avait Zagladin. Vous vous souvenez de ce conseiller Zagladin qui s'est levé, et c'est ça que je vais raconter, et il a dit dans un français rocailleux, professeur, est-ce que votre morale conjugale accepte
le ménage à trois. Vous imaginez l'embarras dans lequel je me suis trouvé pour évacuer la question adroitement. Parce que c'est de ça qu'il s'agissait. Les Français et les Allemands sont si intimement liés par leur histoire et à cause de ces affrontements à répétition, mais aussi à cause de leur redressement simultané, partagé, où l'un a au fond constamment bénéficié de l'autre. Oui, et ça, c'est une vérité historique. Que le moteur convient peut-être aux deux pays. C'est une expression qu'a utilisée Hubert Védrine et que je trouve assez juste, parce qu'on sait très bien qu'en Europe, quand les deux pays se mettent d'accord, ça entraîne les autres. Donc c'est essentiel d'avoir cette relation très très forte de deux pays qui sont les deux plus puissants de l'Union européenne aujourd'hui et qui peuvent effectivement tirer les autres. Donc c'est un partenariat, mais il faut que ce soit un moteur qui entraîne. Jean-Noël Jeanneney, est-ce qu'il y a eu un âge d'or de cette relation? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier vraiment où les deux pays marchaient au même rythme? Bien sûr que non, il n'y a jamais d'âge d'or. Ce sont les vieux messieurs qui disent qu'il y a eu un âge d'or. Dans le passé. Non, vous le disiez. Ah non, pardon, vous ne le disiez pas, vous posiez la question. Oui. Sinon, j'aurais pas eu la discourtoisie de vous renvoyer l'apostrophe. Non, je dis simplement que tout est toujours compliqué. Ce qui me paraît fondamental, c'est de se préoccuper toujours non seulement du court terme, les commémorations c'est bien, mais du moyen terme. Le long terme, comme disait Keynes, on sera tous morts. Mais le moyen terme, c'est-à-dire de la culture, c'est-à-dire de la jeunesse. Ce qui a beaucoup marqué dans cette affaire, c'est la création de l'Office de la jeunesse. Et ils se sont beaucoup vus, vous savez ce que disait Brassens, après, ils ont pu faire l'Europe ensemble, faire l'amour ensemble et l'Europe de demain, hein, c'est ça. Et ça, c'est évidemment très important. Et puis il y a les langues. Et c'est pourquoi Arte est si important. C'est pourquoi, lorsque j'étais brièvement au gouvernement, vous l'avez rappelé, j'étais si heureux de pouvoir proposer au Premier ministre Bérégovoy et de faire accepter cette idée de mettre Arte sur le 5e réseau, c'est-à-dire sur un réseau hertzien, ce qui a permis ensuite à Jérôme Clément et sa magnifique maison d'avoir le rayonnement qu'il méritait. C'était pas évident au départ, hein. Il y a eu beaucoup de blocages. C'est pas facile, il n'y a pas d'âge d'or. Si. Maintenant on dit quel beau projet, c'est facile. Je me souviens très bien de la tête de mes collègues et amis allemands lorsque, après le lancement d'Arte, le journal du dimanche avait titré Arte, la langue de Goebbels. Donc c'était d'une grande violence, Et les attaques qu'il y a eu à l'époque, on montrait tout à l'heure Giscard d'Estaing protestant sur le défilé des Allemands, mais quand on a créé Arte, c'était une idée folle, quand même très utopique, et on ne savait pas du tout si elle marcherait. Et il y a eu des protestations, une germanophobie en France qui n'a d'ailleurs pas eu en Allemagne. Les Allemands n'étaient pas francophobes sur Arte. Ils avaient d'autres réticences, mais qui étaient plutôt d'ordre politique ou institutionnel. Mais en France, ça a été très 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 violent. Donc il a fallu vaincre toutes ces réticences. Il y avait en même temps beaucoup plus d'audience en France qu'en Allemagne à l'époque, ce qui était également intéressant à noter compte tenu de la nature de la diffusion. Il faut souligner maintenant aujourd'hui les belles alliances aussi d'Arte, qui est une très belle chaîne. Bah, écoutez, vous merci, y avez beaucoup contribué, c'est une réalité. Bien sûr, mais enfin, c'est vrai que j'ai été aidé. Jean-Noël a joué un rôle très important à l'époque, en particulier pour remporter l'exposition. Si elle avait plus d'audience, c'est parce qu'on l'a mis sur un réseau hertzien, ce qui n'était pas le cas en Allemagne, où c'était sur les réseaux câblés, parmi beaucoup d'autres chaînes. Donc en France, ça avait une visibilité très forte. Ça nous a aidés, à condition évidemment que les programmes soient à la hauteur. Et au début, pendant 6 mois, il y a eu des critiques terribles. Et puis peu à peu, la qualité des programmes, je crois, a fait que les gens... Puisqu'on parle des langues, Heinz Wiesmann, est-ce que s'il y a un écart dans le couple, c'est parce qu'ils ne parlent pas la même langue? Est-ce que s'ils parlent la même langue, ils se comprendraient mieux? Il y a un chapitre dans votre livre sur la différence entre le français et l'allemand, et vous dites ceci: le français est une langue de connivence, quand l'allemand, par sa structure syntaxique même, confisque la possibilité de la conversation. Raconte-nous l'anecdote. C'était Madame de Staël en 1807 en Allemagne. Je sais qu'elle a fait, j'ai lu qu'elle a fait la tournée des grandes figures allemandes, Goethe et d'autres, et elle a écrit ses regrets de ne pas pouvoir interrompre un Allemand quand il parle. Oui. Pourquoi? Oui, parce que la structure de la phrase allemande met ce dont on parle à la fin. Ce n'est pas seulement le verbe, ça c'est une réduction. C'est plutôt la structure même de cette langue qui fait que on vise un but vers lequel on chemine, mais qu'on n'énonce pas au départ. Ce qui fait qu'on ne supporte pas d'être interrompu.
Heureusement que vous Parce parlez en que français si ce Madame de soir, Staël, sinon qui j'aurais était jamais une pu vous femme interrompre. elle était assez, je Oui. veux dire, charmante et un peu agitée, donc elle interrompait volontiers ses interlocuteurs. Et donc, il y a eu une scène absolument incroyable quand elle était chez Schiller. Chez Goethe, c'était déjà suffisant pour elle pour dire que, bon, je regrette le gazouillis de mon salon, où tout le monde parle en même temps et tout le monde s'entend. On se croirait à France Culture, non? Eh bien, elle est allée chez Schiller et elle raconte dans une lettre que Schiller a été très entreprenant à son égard, essayant même de lui caresser les bras nus, etc. Donc elle était coquette, elle pensait que... Voilà. Et Schiller, on a une lettre de Schiller qui raconte la visite de Madame de Staël chez lui et il dit « Cette jeune femme est effectivement séduisante, mais trop agitée pour qu'on puisse finir ses phrases. J'ai dû lui attraper les mains. » C'est quand même s'il y a et donc entre les Allemands et les Français, il y a ce problème. Et là, je redeviens sérieux. Il faut non seulement bafouiller l'autre langue, apprendre un tout petit peu de français et d'allemand, ça ne suffit pas. Il y a un engagement de ce côté qui doit être pris au sérieux par les deux pays, qui doivent investir beaucoup plus qu'ils ne le font jusqu'ici, dans cette initiation à la langue de l'autre, car pour pouvoir s'entendre, il faut d'abord se comprendre. Or, comprendre, ça suppose vraiment On a énormément appris l'allemand dans les lycées et les universités françaises après la défaite de 1870. Il faut que nous apprenions à apprendre la langue de l'autre dans d'autres conjonctures, car sinon, on est dans une situation très difficile. C'est un aspect absolument fondamental de cette question, en particulier parce qu'il faut qu'on puisse dire aux Allemands, vous avez comme nous vocation à avoir une langue universelle. Ne renoncez pas à cela. Et nous apprenons votre langue, vous apprendrez la nôtre, et vous ne serez pas obligé de vous réfugier dans un globish, un global anglais, une espèce de langage d'aéroport pour communiquer avec nous. C'est notre responsabilité de parler allemand. Et il parle peut-être plus français que nous ne parlons allemand. Mais vraiment, prenons ça en compte. Bien sûr, mon propos était un hommage discret à son talent. En France, pour critiquer ce couple, on entend souvent, et vous l'avez sans doute entendu, messieurs, parler de l'Europe allemande. Et même, parfois, de l'hégémonie allemande. Comme si Angela Merkel portait la culotte dans ce couple et que l'Allemagne imposait ses idées. Ça fait sourire Heinz Wiesmann. Mais est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que c'est parfois une réalité ? C'est une réalité économique, tout simplement. Il y a un certain décrochage économique de la France, mais on ne peut pas non plus dire que c'est Merkel qui a tout réussi. C'est elle qui profite aujourd'hui des réformes du marché du travail que Schröder a lancées. Et c'est vrai, maintenant, on peut constater l'Allemagne se porte mieux au niveau de chômage, déficit. Il y a énormément de critères. Socialement, c'est à voir. Vous parlez de l'économie, oui. Il y a le dialogue social qui est très établi, qui a contribué à réformer le marché du travail. Et ça, c'est quelque chose qui manque encore en France. Mais bon, ça veut dire aussi que les deux pays peuvent apprendre des choses l'un de l'autre. Bien sûr. Et ce n'est pas uniquement l'économie qui compte. Alors pour la suite de notre discussion, nous allons quand même parler un petit peu d'économie et aussi d'Europe culturelle et d'Europe politique si elle existe. On va accueillir notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Je vais remercier Ulrike Koltermann. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce soir et à très bientôt. Alors nous allons parler de l'avenir. Quelle Europe pour demain? Et nous allons voir qu'attendent justement les jeunes français et allemands de l'Europe. Elle les a parfois déçus, mais même si tout n'est pas rose, les jeunes générations y sont attachées. Vous allez voir tout cela dans le reportage de Fabrice Cunet. Regardez. 50 ans d'amitié franco-allemande, c'est une belle histoire sur le papier, celle d'un couple souvent caricaturé. Le Goethe-Institut de Paris en a fait une exposition, passage obligé pour les Allemands installés ici. À l'image de Victoria, cette jeune étudiante en sciences politiques s'amuse de ces dessins aussi populaires de chaque côté du Rhin. Maintenant, il y a aussi des images avec Hollande, mais je crois... Merkel et Sarkozy, ça a été vraiment le couple bien pour les caricatures. Des caricatures, des clichés, à son arrivée en France, voilà quelques mois, Victoria a aussi dû en combattre certains. Parfois, les Français ont vraiment des clichés des Allemands en tête, comme la bière, la choucroute, c'est vraiment encore là. Et peu de Français ont déjà voyagé en Allemagne.
Je pense il y a beaucoup plus d'Allemands qui ont été en France que des Français en Allemagne. Au-delà de certains clichés, il a fallu aussi dépasser une certaine lourdeur administrative ici. Il y a des choses qui ne sont juste pas possibles. La bureaucratie, parfois, c'est une énigme pour moi. Et des choses comme ça qui ont été plus dures, mais sinon, c'était pas difficile à venir ici, à vivre ici. Vivre à Paris, le rêve de Mareke aussi. Un rêve qu'elle réalise depuis un peu plus de 6 mois grâce à un des nombreux programmes d'échange qui existent entre les deux pays. Une fois qu'on est dans un cadre franco-allemand, une fois qu'on s'intéresse à la langue ou la culture, ou on est allé à l'Institut français, on a fait un stage ou n'importe quoi, une fois qu'on a commencé à s'intéresser à cela, c'est vraiment assez riche et on peut trouver des programmes d'échange et des programmes scolaires aussi à tous les niveaux. Mais si on ne s'intéresse pas, si on ne prend pas l'initiative au départ, ça ne marche pas. Et de chaque côté du Rhin, cet intérêt pour la langue de l'autre serait en recul. Alors les jeunes Français et Allemands sont-ils en train de se tourner le dos ? Moi, je trouve l'expression tourner le dos, c'est un peu excessif. Je pense qu'il y a peut-être un désintérêt, oui, qu'on peut constater. Les jeunes sont un peu dépassionnés en ce qui concerne les réalités de la France et de l'Allemagne. Finalement, c'est l'histoire banale des longues amitiés. Il faut toujours les entretenir et c'est probablement le sens de l'échange entre Angela Merkel et François Hollande avec des étudiants des deux pays. Tout un symbole. Et retour sur le plateau du 22h avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombault qui nous a rejoint. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Merci d'être avec nous en compagnie toujours de Jean-Noël Jeannet, de Jérôme Clément et de Heinz Wiesmann. Vous me parliez, Jean-Noël, des stéréotypes. Vous en avez entendu là dans ce reportage? Il y en a eu quelques-uns? Ils étaient évoqués par une des jeunes femmes qui intervenaient, effectivement. C'est de toutes les époques. Vous rappelez le dictionnaire des idées reçues de Flaubert. La première édition est en 1868 ou 69. Il y a écrit « L'Allemagne toujours blonde et rêveuse ». Et puis pour la réédition de 71, après la défaite de Sedan, il a ajouté « Mais quelle organisation militaire !» Alors aujourd'hui, les deux dirigeants, Angela Merkel et François Hollande, ont beaucoup insisté sur la jeunesse française et allemande. Jean-Louis Gombault, quelles sont les perspectives offertes pour cette jeunesse? Alors aujourd'hui, tout à l'heure, vous parliez de couples à trois, etc. Aujourd'hui, il y a un intrus qui s'appelle la crise. C'est quand même la chose nouvelle par rapport à 1963. J'ai relu cet après-midi le traité de l'Élysée. C'est 2 feuillets. C'est que 2 feuillets. C'est la déclaration de cet après-midi, c'est 8 feuillets. Et il y a un traité en 2 feuillets. Ça n'a rien à voir avec les traités habituels. Et il n'est pas du tout question d'économie. Il est question que de politique étrangère, un peu de défense, et l'économie n'est évoquée que dans l'aide aux pays du tiers-monde. C'est intéressé particulièrement la France à l'époque. Pourquoi à l'époque, l'économie marchait toute seule. Nous étions sur du 4-5% de croissance, il n'y avait vraiment pas besoin de s'y intéresser. Elle se construisait un petit peu ailleurs. Vous aviez déjà le traité de Rome qui avait été signé, ratifié par De Gaulle, la CECA qui était signée en 1951 ou 52, je ne me rappelle plus bien, la politique agricole commune en 62. Tout ça marchait comme sur des roulettes. Et donc il n'y avait que les problèmes politiques à absorber. L'Allemagne avait des problèmes politiques, les Français en avaient, ils venaient de perdre leur empire. On fête le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, et chacun pouvait s'appuyer l'un sur l'autre. Et aujourd'hui, on a un problème qui est énorme, c'est pour ça que les incantations, les anniversaires sont extrêmement importants, mais ils ne peuvent pas résoudre notre problème d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les problèmes qui se posaient à De Gaulle et à Adenauer n'ont rien à voir avec les problèmes qui se posent aujourd'hui. C'est cet intrus-là, oui. La crise avec 2 pays, et je termine sur simplement cette phrase, à l'époque, la France et l'Allemagne avaient des problèmes différents, ils ont pu s'appuyer l'un sur l'autre pour les résoudre, mais aujourd'hui, l'Allemagne et la France ont des problèmes, des situations très différentes qui rendent extrêmement compliqué de trouver ensemble la solution. Heinz Wiesmann, oui, l'Europe en crise. C'est certain économique qu'il y a ce problème, mais je le verrai sous l'angle suivant. Comme les Allemands, après la guerre, ont accepté le partage des rôles, ils étaient des nains politiques, ils étaient des géants économiques par vocation. Ils ne l'étaient pas tout de suite, mais ils sont très vite devenus. Eh bien, avec la globalisation et le fait que l'économie prend une telle importance dans l'action politique aujourd'hui, les Allemands sont condamnés à accepter d'être aussi des
géants peut-être, mais des acteurs politiques. L'économie les condamne à cela. Or, il y a un confort, on ne le dit jamais assez, il y a un confort extraordinaire à ne faire que de la politique intérieure. Les Allemands n'aiment pas faire de la politique extérieure. Cela est une sorte de... Comment dire, c'est une sorte d'implicite dans les attitudes des hommes politiques allemands. Or, ils sont aujourd'hui condamnés à faire de la politique à la hauteur de leur puissance économique. Et les Français se trouvent dans la situation inverse. Ils étaient, après la guerre, investis d'un rôle politique majeur. Eh bien, la faiblesse de l'économie française, aujourd'hui, freine évidemment cette capacité d'agir politiquement. Et du coup, un rééquilibrage doit être trouvé, mais il ne peut être trouvé que si on nomme les choses, si on les dit par leur nom. Il ne faudrait pas se contenter simplement d'incantations. Il faudrait maintenant répartir autrement et, évidemment, de concert, cette espèce de capacité d'agir politique et économique. Il y a là vraiment du pain sur la planche. Jérôme Clément. Bon, il y a un problème de coordination des politiques économiques, financières, budgétaires, on le voit bien, et fiscales. Et là, bon, on peut se poser des questions, on n'a pas le temps de le faire maintenant, mais est-ce que l'Allemagne, en privilégiant les exportations par rapport à la demande intérieure, ne joue pas un rôle finalement assez négatif sur le plan européen? Parce que c'est sûr que de ce point de vue-là, il y aurait beaucoup à dire. Oui, bien sûr. Alors c'est des questions comme ça. Sur la France, il y a aussi à dire sur la façon dont elle ne modernise pas suffisamment peut-être son appareil industriel et comment on ne monte pas assez d'entreprises franco-allemandes. Ça, je crois que c'est comme ça qu'on pourrait y arriver. Peut-être aussi sur ce que les déclarations aujourd'hui de François Hollande et d'Angela Merkel à propos de l'union économique et monétaire. Les deux dirigeants ont parlé de propositions pour le mois de mai. On peut s'attendre à des choses concrètes, à des décisions ambitieuses? Alors, évidemment, je ne veux pas faire semblant d'avoir des informations, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent au mois de mai pour le sommet de juin. C'est-à-dire donc, on reste quand même dans la démarche habituelle, classique, c'est-à-dire on va travailler ensemble, on va se mettre d'accord, et l'idée c'est que si on arrive à se mettre d'accord sur les propositions sur ces questions monétaires qui restent déterminantes, en juin, elles seront débattues. Donc, on avance en commun sur des dossiers. Ce qu'a dit M. Weissmann est très intéressant tout à l'heure, parce qu'en fin de compte, chacun est amené, c'est ça qui est passionnant dans cette affaire de l'Élysée, c'est que ces deux gens-là ont trouvé une solution au problème. Il faut qu'on s'inspire d'eux, c'est-à-dire avoir un esprit d'imagination pour résoudre un autre type de problème, mais en étant aussi ambitieux et imaginatif. Or, aujourd'hui, on a toujours tendance à reprocher à l'Allemagne de freiner la construction, et les Allemands nous disent « mais vous, c'est vous qui l'a freiné parce que vous ne résolvez pas vos problèmes ». Et je vais vous demander de l'imagination. On a parlé de l'Europe d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Si vous aviez un vœu pour l'Europe, tous les quatre, chacun, Jérôme Clément. Écoutez, je pense que le projet qui avait été soumis autrefois par la MERS, je crois, d'Europe politique et fédérale, c'est un vœu, quoi. C'est un vœu c'était un très bon projet. Il a été refusé, d'ailleurs, par les Français, beaucoup. Hein. Et ce projet, la MERS, était tout à fait réaliste. Donc moi, c'est ça. Voilà votre vœu. Heinz. Mon vœu, au fond, je n'ai qu'à citer, et c'est bizarre, les mémoires du général. Dans le chapitre L'ordre, le général explique que le régime fédéral qu'on allait imposer aux vaincus pour l'empêcher à tout jamais de bander ses forces et de menacer le voisin, l'histoire étant longue, là je cite De Gaulle, il se pourrait que ce régime devienne la matrice de l'Europe à venir. En un mot, et je suis convaincu on arrive à la fin de l'émission. Oui. Pardon, c'est pas facile. Non, mais ce qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est les aspects militaires de la question. Je pense que à un moyen terme, il est inconcevable que l'Allemagne ne joue pas un rôle militaire, qu'elle refuse de participer à une défense de l'Europe. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de grands continents qui puissent avoir une politique efficace sans l'armée qui la soutient. C'est bien de l'avoir rappelé. Merci beaucoup Jean-Louis. Que l'économie aille mieux, le vœu. Voilà. On le formule ensemble. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord. Merci beaucoup messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain avec plaisir. Belle soirée sur Public Sénat.
Fleur Pellerin, ministre déléguée au PME et à l'économie numérique, est l'invitée de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Les Français vous découvrent encore, mais votre combat, le mot n'est pas trop fort, contre les géants du net, vous expose, Fleur Pellerin, de plus en plus. Nous en parlerons d'ailleurs avec Tupac Pointu de l'agence France Presse, notre partenaire tout à l'heure. Et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat nous rejoindra ensuite et vous aidera aussi à mieux vous dévoiler, puisque votre histoire personnelle est fascinante, et pas seulement pour les Coréens, comme l'a écrit il y a quelques jours le New York Times. Vous avez un point commun, j'ai découvert, avec Jean-Marc Ayrault. Vous parlez allemand. Oui, c'est vrai. Vous avez fait J'ai fait un cursus franco-allemand, oui, voilà. Lycée et collège. Et qu'est-ce que signifie pour une femme de votre génération, c'est-à-dire née il y a bien moins de 50 ans, Fleur Pellerin, bien moins. Ces 50 ans d'amitié qui sont célébrés à Berlin? C'est très important, parce que je crois que nous appartenons à une génération pour laquelle la relation franco-allemande a été structurante dans la construction européenne. Alors moi, j'ai été particulièrement sensibilisée à cette question, puisque j'ai fait toute ma scolarité dans un collège puis un lycée franco-allemand, où donc la relation franco-allemande était évidemment très importante. J'ai passé tous mes étés de la 6e à la terminale chez des correspondants allemands, et donc j'ai un attachement particulier à l'Allemagne. C'est une chose naturelle en tous les cas, et oui. bien évidemment pour vous. François Hollande est vu par Jean-François Copé, qui l'a dit à Berlin lors d'un discours, comme le responsable personnel de la dégradation du tandem franco-allemand. Qu'est-ce que vous répondez au président de l'UMP ? Je trouve ça assez pitoyable. Je trouve assez pitoyable les mots employés. Je trouve assez pitoyable l'attitude de French bashing qui fait beaucoup de mal à notre pays. Pas seulement d'ailleurs au gouvernement, mais aussi à l'économie dans son ensemble, à tous les acteurs économiques. Je trouve ça. Vous accusez Jean-François Copé de se livrer à du French bashing. Oui, je trouve que parler à l'étranger de manière extrêmement critique de la France, pas seulement de la politique du gouvernement. Ce qui est mis en cause, c'est vraiment d'ailleurs la politique menée par ses propres amis, puisqu'il met en cause les politiques qui sont menées depuis 10 ans. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas très constructif à l'étranger. Qu'on ait un débat interne sur ces sujets-là, sur la compétitivité, sur les choix politiques, je trouve ça très sain, c'est la démocratie, c'est son essence même. Mais à l'étranger, je trouve que c'est très contre-productif et ça donne une très mauvaise image de notre pays. En tous les cas, de François Hollande. François Hollande de Jean-François Copé, en l'espèce. Et de Jean-François Copé, pour vous d'abord, bien sûr. Bon, on vous a compris. Pitoyable, dites-vous. François Hollande, que vous avez accompagné de très près pendant la campagne présidentielle, déjà sur le dossier du numérique, a endossé depuis quelques semaines maintenant les habits de chef de guerre. Est-ce qu'il vous surprend ? Non, il ne me surprend pas, parce que j'ai toujours trouvé assez erroné le procès en stature, en manque de stature que lui faisaient indécision, en manque de courage. Et en manque de courage que lui faisaient nos opposants politiques pendant la campagne. Je crois que c'est c'est un chef d'État qui sait prendre des décisions, qui sait engager la France de manière réfléchie et pas inconsidérée, comme ont pu le dire certains membres de l'opposition. C'est une décision qui est courageuse. J'ai parlé à une homologue du gouvernement allemand hier qui saluait aussi cette décision. Je pense que c'était la bonne décision et qu'il l'a prise courageusement et dans les temps. Alors, un de vos collègues a bien des difficultés en ce moment, c'est Vincent Peillon avec sa réforme des rythmes scolaires. Le député PS, Jean-Christophe Cambadélis, estime que le ministre de l'Éducation nationale n'a pas toujours le doigté nécessaire. C'est lui qui le dit. Qu'est-ce que vous dites pour défendre votre collègue du gouvernement ? Je crois qu'il sait se défendre tout seul, mais ce qui me paraît important, c'est d'avoir ce débat que Vincent Peillon a ouvert sur la question des rythmes scolaires. Tous les pédopsychiatres, tous les spécialistes sont relativement d'accord sur le fait de dire que les enfants, nos enfants, ont trop d'heures de cours sur des journées trop ramassées. Que pensez-vous des syndicalistes qui mènent la grève à Paris ce mardi? Qu'il y a un débat. Enfin, moi, je trouve ça plus constructif d'avoir un débat et de discuter. Et je pense que Vincent Peillon mène cette réforme dans un esprit de concertation et de consultation. Alors qu'il y ait une grève pour manifester un désaccord, moi je trouve ça, je respecte tout à fait les syndicats et la façon dont ils souhaitent exprimer leur désaccord, mais je pense qu'il faut ensuite avancer et réfléchir dans l'intérêt de nos enfants. On a des heures de cours qui sont parmi les plus élevées dans l'OCDE. Je crois que c'est vrai qu'il faut s'intéresser d'abord au bon rythme scolaire et au bon moyen d'apprendre aux enfants, et je crois qu'aujourd'hui c'est important d'ouvrir ce débat. À Bercy, vous êtes sous le même toit que d'autres ministres, vous êtes assez nombreux, même on peut le dire. Alors en voici deux, Pierre Moscovici et Arnaud Montebourg. De qui vous sentez-vous la plus proche?
Les deux, les deux. Oh. Je connais Pierre Moscovici depuis bien plus longtemps, hein, depuis près de 15 ans. J'ai fait la campagne de 2002 déjà à ses côtés. Et Arnaud Montebourg, c'est plus une découverte de la campagne. Je m'entends très bien avec les deux, dans leurs différences. Alors, leurs différences, oui. Alors, votre sensibilité vous pousse quand même plus vers Pierre Moscovici, est-ce que je me trompe? Vous savez, on a un gouvernement qui est divers dans sa composition, avec des avis et des débats internes. Et au sein de ce gouvernement, il y a différentes tendances qui s'expriment. Mais une fois que le gouvernement ensuite a décidé quelque chose, que le Premier ministre a arbitré, il y a une seule ligne. Donc moi, j'ai des discussions très constructives avec Arnaud Montebourg. Je pense que nous sommes d'accord sur la majorité des sujets. Vous avez confié pourtant au New York Times qu'il vous était difficile, souvent à l'étranger, d'expliquer la position étatiste du ministre du redressement productif. Je n'ai pas du tout dit ça. Je crois que c'est un raccourci du Lab européen. J'ai dit lorsque à une question mal comprise quand vous essayez de défendre sa position. À une question des journalistes qui me demandaient si c'était difficile de défendre l'attractivité de la France à l'étranger, j'ai dit qu'effectivement, au moment du projet de loi de finances, du mouvement des pigeons, du débat sur la taxe à 75%, ça pouvait être compliqué parfois d'expliquer que la France était un territoire d'attraction. Parce que vous-même, c'est pas forcément vos positions personnelles. C'est pas ça, c'est que il y avait une incompréhension. Vous savez, il faut souvent faire beaucoup de pédagogie à l'étranger parce que les gens font des raccourcis. Et donc, ils entendaient un débat avec d'ailleurs le French bashing dont je parlais tout à l'heure, y compris des Français donc, qui s'exprimaient à l'étranger en termes critiques vis-à-vis des décisions du gouvernement français. Et évidemment, à l'étranger, ça donne un sentiment un peu de confusion. Donc c'est plutôt à ça que je faisais allusion. Et ensuite, certaines personnes ont interprété ça parce que ça les arrangeait, je pense, comme un écart entre Arnaud Montebourg et moi, ce que ça n'était absolument pas. Donc c'est vraiment au fond de vous-même interprétation plutôt heureuse que la taxe à 75% appartienne au passé aujourd'hui. Appartient pas complètement au passé. C'était un engagement de campagne. On va se donner un peu le temps de voir de quelle manière elle peut être remise. Elle ne reviendra pas en l'état. Elle ne reviendra pas en l'état parce qu'elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. On va réouvrir la réflexion et le travail technique. Le mot compétitivité et attractivité, on vient de le voir, reviennent souvent dans votre discours, Fleur Pellerin. La compétitivité. Eh bien, c'est au nom de la compétitivité que le constructeur automobile Renault dit aujourd'hui aux syndicats, si vous n'acceptez pas le pacte de compétitivité qu'on vous propose, c'est-à-dire réaménagement du temps de travail, gel des salaires, eh bien, on fermera 2 usines en France. Comment est-ce que vous réagissez? Je trouve la méthode assez désagréable parce que effectivement, comme l'a dit Arnaud Montebourg ou des membres de son cabinet, ça s'apparente effectivement à une forme de chantage, c'est-à-dire si vous n'acceptez pas cet accord dans les termes exacts que je vous dicte, je vais fermer. Moi, je trouve que c'est pas une façon de travailler avec les partenaires sociaux. Donc, je crois que même si je comprends bien entendu que notamment la filière automobile soit soumise à une très forte pression de la concurrence internationale et qu'elle ait des impératifs de compétitivité, je crois qu'il y a un minimum de respect à avoir pour les partenaires sociaux et que c'est pas comme ça qu'on engage une consultation ou un débat. Ne pas les soumettre à un chantage. Je trouve que c'est pas très correct. À la fermeture et à la suppression supplémentaire d'emplois. Et on sait qu'il y en a déjà des milliers qui sont programmés. Ça laisse peu de place à la négociation. Vous irez à Davos en fin de semaine. Quel sera votre mot d'excuse pour justifier l'absence de François Hollande? Écoutez, je pense que vous pourriez demander la même chose à Nicolas Sarkozy, qui n'y est pas allé tous les ans. François Hollande ira peut-être à un autre moment. Je pense qu'actuellement, il y a quand même un calendrier, ça ne vous aura pas échappé, international, qui exige quand même sa disponibilité en France, même si aujourd'hui, il célèbre le 50e anniversaire du traité de l'Élysée. Je crois que c'est important pour le chef de l'État, en ce moment particulièrement, et par égard pour les militaires qui sont engagés au Mali, d'être présent en France. Et je pense qu'il sera bien représenté à Davos par Pierre Moscovici, Najat Vallaud-Belkacem et moi. Vous regrettez que les Français célèbrent les acteurs, mais pas les chefs d'entreprise. Là, j'ai bien lu le New York Times. C'est bien. C'est ça. Alors, qui pourriez-vous citer, vous, comme chef d'entreprise, créateur en la matière? Écoutez, moi, j'ai évidemment une tendresse et une affection particulière pour des jeunes créateurs d'entreprises qui sont souvent assez méconnus. Et là, j'ai été frappée, je ne sais pas si vous avez vu ça dans la presse, mais un jeune entrepreneur de Montpellier qui crée des robots d'assistance chirurgicale pour faire des opérations moins invasives, avec donc des cicatrices plus petites, a été classé dans une revue canadienne parmi les 10 personnalités les plus innovantes de l'année, avec Mark Zuckerberg, Steve Jobs, etc. Les noms connus. Voilà, Bertin Naoum, il s'appelle, et je trouve que son nom
méconnu, mérite d'être connu. J'ai vu aussi récemment, alors là c'est un tout autre genre, que Sidney Toledano, qui est le patron de Dior, qui fait partie de la marque France aussi, qu'on essaye de promouvoir avec Arnaud Montebourg, Nicole Brick et Pierre Moscovici, venait d'être classé parmi les meilleurs patrons du monde par aussi un magazine, un classement international. Une entreprise du groupe de Bernard Arnault qui a tenté de s'exiler en Belgique. Je parle du manager, bon, classé parmi les meilleurs managers, je trouve que c'est... Vous auriez pu citer Xavier Niel de Free, non? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui ont créé un groupe avec une telle croissance, une telle valorisation boursière en aussi peu de temps. Et je crois que des success stories comme celle-là, je pourrais citer Jacques-Antoine Grandjean de venteprivé.com aussi, ou Jean-Baptiste Trudel de Criteo, qui sont des entreprises très jeunes, qui ont moins de 15 ans et qui se sont hissées vraiment dans les hauteurs des palmarès des entreprises françaises. Donc je trouve que ce sont de beaux exemples et qu'on n'a pas assez comme ça d'exemples, contrairement aux États-Unis par exemple, où beaucoup des 100 premières entreprises restent en France. Oui. Il y a un domaine où vous êtes à l'offensive. Criteo vient de réinstaller des équipes de recherche et développement en France, donc ça mérite d'être salué. Il y a un domaine où vous êtes à l'offensive, c'est la piraterie fiscale, dont se rendent coupables les géants du net. Est-ce que vous pouvez confirmer que le fisc français réclame 1 milliard d'euros à Google, 250 millions à Amazon, alors qu'une enquête viserait eBay? Alors je ne confirme pas les chiffres, bien entendu, puisque c'est une enquête fiscale qui est en cours et donc je ne commande pas les procédures fiscales. Mais effectivement, nous sommes bien décidés à mener le combat contre ces méthodes d'optimisation, ces dispositifs d'optimisation fiscale qui consistent à déplacer les pays, les profits de pays en pays pour finalement échapper à toute imposition au niveau mondial. Vous ne confirmez pas les chiffres, mais bien qu'il y a des redressements en cours. Il y a Jérôme Cahuzac s'est exprimé sur le sujet, donc il y a actuellement des procédures en cours pour vérifier s'il n'y a pas eu une optimisation fiscale massive, une fraude fiscale massive de la part de ces acteurs. Que vous appelez prédateurs, le mot ne vous fait pas peur. Oui, c'est tout. Un groupe comme Google, par exemple, paye à moins de 5% d'impôts sur les sociétés à l'échelle mondiale, globale, sur son chiffre d'affaires dans le monde entier. Donc c'est quand même c'est une perte de recettes fiscales pour pas seulement la France, mais pour les États-Unis, pour l'Irlande, pour tous les pays dans lesquels transitent les ressources, les recettes de cette compagnie et d'autres. Alors, on va approfondir toutes ces questions qui provoquent des réactions multiples sur Internet, notamment avec Tupac Pointu de l'agence France Presse qui va nous rejoindre. D'abord, tous les éléments de ce bras de fer avec Google spécifiquement, on voit ça avec Mathilde Bélanger. Le gouvernement en guerre contre la nouvelle piraterie fiscale. L'expression est de Fleur Pellerin, ministre déléguée au numérique. Et les pirates, ce sont les géants du net. Google, Amazon, Facebook et Apple sont en ligne de mire. Ces sites basés à l'étranger réalisent d'énormes bénéfices en France, mais n'y payent presque pas d'impôts. Une injustice fiscale dont le sénateur Philippe Marini a fait l'un de ses sujets de prédilection. Selon lui, le manque à gagner pour l'État s'élèverait à 1,5 milliard d'euros pour ces 4 entreprises. Chaque année, on perd beaucoup d'argent. Donc, le sujet dont nous parlons, c'est un sujet qui doit être traité dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et surtout au moment où nous demandons beaucoup d'efforts à nos concitoyens. Vendredi dernier, 2 experts mandatés par le gouvernement ont remis un rapport sur cette question. Leur solution est inédite, taxer les entreprises du numérique sur leur utilisation des données personnelles des utilisateurs, des informations stratégiques qui ont une vraie valeur marchande pour ces entreprises. Aujourd'hui, on valorise une entreprise sur l'argent qu'elle gagne ou sur son patrimoine matériel. Demain, la valorisation des entreprises, ce sera plus sur ces éléments-là, sur du patrimoine immatériel, le nombre d'utilisateurs, les millions d'utilisateurs qu'elles ont, ou un patrimoine immatériel. Et l'avantage de ce rapport, c'est qu'il pointe ce changement de fond. Mais la France ne pourra pas mener seule ce combat. D'autres États comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou les États-Unis ont aussi commencé à y réfléchir. Et c'est l'autre préconisation du rapport, trouver une solution à l'échelon international et européen. Google n'ajustera en aucune manière son comportement mondial parce qu'il y aura une nouvelle loi fiscale en France qui ne fera que régler une petite partie des sujets. Mais la loi nationale est très importante parce que c'est au niveau national que le débat a lieu. La proposition de loi de Philippe Marini sera examinée le 31 janvier au Sénat. Cette question sera à l'ordre du jour de la réunion du G20 Finance à Moscou en février, où l'OCDE présentera un plan d'action contre l'évasion fiscale des multinationales.
Voilà, donc le dossier devient international. Fleur Pellerin, c'est donc Tupac Pointu de l'agence France Presse qui nous a rejoint. Bonjour. Bonsoir Tupac, vos questions à la ministre de l'économie numérique et des PME, on ne les oublie pas. Et de l'innovation. Et de l'innovation, ça va avec le numérique aussi. Alors un rapport vient de vous être rendu sur la fiscalité du numérique. À votre avis, quelle est la marge de manœuvre de la France dans ce domaine? Que peut faire donc un pays comme la France face à à des géants comme Google, Facebook ou Twitter? Alors, je crois qu'il y a plusieurs niveaux d'intervention. Tout d'abord, le reportage le montrait, il y a un niveau international. Et là, il y a une accélération des choses. Je pense que la France, d'ailleurs, est assez motrice dans cette accélération des choses parce que nous